Révolution digitale, épisode 18. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui a une idée géniale et l'envie d'entreprendre durant son année d'études à Berkeley en Californie en 2009. Trouver une soirée, un appartement ou un stage, pas facile pour un étudiant, surtout à l'étranger. Avec un ami, elle imagine alors une première plateforme collaborative, Blackbird, pour partager les bons plans. En 2015, une nouvelle interface artificielle voit le jour, Jam. Ce chatbot ou assistant virtuel accompagne plus de 100 000 jeunes dans leur quotidien. Classé dans le top 10 des innovateurs français de moins de 35 ans par le MIT, cette diplômée de Sciences Po et d'HEC a levé avec son équipe 1 million d'euros en 2016. Elle ne compte pas s'arrêter là. Tribu Digital, j'ai le grand plaisir d'accueillir la CEO, Chief Emoji Officer de Jam, Marjolaine Grondin. Marjolaine, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prête à nous inspirer aujourd'hui ? Je vais essayer. Génial. Alors Marjolaine, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Ouais, alors merci pour le petit récap de ma vie, en tout cas pro. Effectivement, on a lancé Jam suite à un pivot d'une autre idée et je pense que c'est assez courant dans les startups et malheureusement, on n'en parle peut-être pas encore assez et on a tendance à vouloir croire au mythe du succès, le overnight success, donc du jour au lendemain. Il y a quand même beaucoup de travail en amont pour affiner l'idée, etc. Et aujourd'hui, Jam a encore évolué et on a plus de 230 000 personnes qui l'utilisent. Et c'est un chatbot, donc un petit robot dans Messenger, avec qui on vient discuter et qui va proposer à tout le monde, donc on n'est plus limité aux étudiants, des idées de choses à faire pour s'inspirer dans sa vie de tous les jours. Waouh. Et alors c'est quoi plus concrètement un chatbot ? Parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, évidemment. Mais alors souvent on a les vieilles images des films des années 80, des années 90 avec un ordinateur central et des robots. Est-ce que c'est comme ça ? Ah non, pas du tout. En fait, alors déjà, chatbot et intelligence artificielle, c'est pas la même chose. Un chatbot peut fonctionner sans IA, donc sans intelligence artificielle, et une intelligence artificielle peut avoir une existence physique, peut être même complètement immatérielle et pas vivre forcément dans un chatbot. Donc c'est deux choses séparées, mais c'est vrai que les bots les plus avancés utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour mieux comprendre les demandes, pour mieux faire des recherches, etc. Donc nous, on utilise l'intelligence artificielle, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la conversation en fait qu'on va créer avec des utilisateurs. Et ça, c'est des conversations qui sont pré-rédigées, même si après elles s'affinent, mais en amont par notre équipe. Donc on a une équipe de rédacteurs. C'est plus comme un média en fait, comme un magazine, un blog, sauf qu'on discute avec lui. Et on est très loin du scénario Terminator qui est capable qui peut déjà dépasser son créateur et qui peut faire plein de choses inimaginables. Ça reste quand même sur des cas d'utilisation concrets et qu'on a pensé en amont, quoi. Alors Jam, c'est une application. Alors elle est disponible sur plusieurs plateformes. C'est pas une application. C'est dans Messenger, donc l'appli de Facebook. Ok, c'est une personne virtuelle. C'est ça, en fait. Comme si on discutait. Donc on tape Jam dans Messenger et on commence à discuter avec lui, comme si on discutait avec un ami, sauf qu'en fait c'est un robot. Wow. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez alors nous expliquer comment vous générez vos revenus avec ce système et pourquoi vous avez choisi ce business model ?
Oui. Alors, comment est-ce qu'on génère des revenus? La partie 80% de nos revenus, c'est ce qu'on appelle des insights. Donc, en fait, on pose des questions à notre base et on aide les entreprises, les marques, les agences à mieux comprendre les fameux millennials, donc les jeunes qui n'arrivent pas du tout à comprendre, avec qui ils n'arrivent pas à parler, à nouer un dialogue. Et en fait, nous, on a décidé de plutôt que de faire de la publicité, de faire des mécanismes d'affiliation, enfin, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plutôt que d'avoir un modèle où en fait on faisait payer des gens pour le contenu qui était dans le Jam, on est parti sur plutôt un autre constat qui est Jam passe sa journée à discuter avec des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes sur plein de sujets différents. Et il est capable de les interroger, leur poser des questions, parce que pour bien les comprendre et affiner la personnalisation du contenu, on pose plein de questions. Les gens nous répondent de manière hyper honnête. On est capable de leur demander est-ce que tu as déjà conduit alors que tu avais bu, qu'est-ce que tu manges au petit-déj, est-ce que tu préfères lire ou regarder Netflix. On pose plein de questions et les gens nous répondent de manière hyper transparente. Et nous, on agrège ces données et en fait, on en fait des statistiques sur ce que pensent les jeunes. Donc en fait, tout le monde est gagnant dans le sens où nous, on est capable de faire comme des études de marché hyper rapides, hyper vraies, pas du tout biaisées. Et les jeunes, on revend aucune donnée personnelle. Il n'y a jamais un tel a dit ça, etc. Mais on fait de la donnée statistique pour que au moins leur voix soit entendue. Et pour te donner un exemple, aujourd'hui, on est dans le magazine L'Obs, donc un journal français, qui a fait un papier sur Macron et ce que les Français attendent de lui. Et il y a un encart. Qu'est-ce que les jeunes en pensent? Et là, ils ont utilisé toutes les données de Jam, en fait, parce qu'on a demandé à notre base d'utilisateurs, tu donnerais quelle note au président Macron, qu'est-ce que tu penses de ces projets de loi, etc. Et donc, en fait, on donne vraiment la voix aux jeunes. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors, Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Marjolaine, son aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, Marjolaine, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, j'aime bien cette question. C'est compliqué, je pense que ça s'est fait en plusieurs fois. Le déclic pour moi, ça a été le moment où je suis allée aux États-Unis pour passer 1 an d'études à l'étranger et puis la Californie, les projets, tout ça. Je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre, j'avais pas ça entreprendre. Je disais j'avais envie de faire des projets, j'avais envie de faire un site, j'avais envie de créer une communauté, j'avais plein de petites idées, de choses que j'avais envie de faire. Mais en même temps, je pense que je me suis pas dit c'est une entreprise. Je me suis dit voilà, moi j'ai envie de faire plein de choses et en même temps dans mes études très classiques, je me disais je vais chercher un stage dans une grande institution, un grand groupe, j'imaginais aller à la Commission européenne, etc. Donc j'ai un peu un double discours où c'est pas que je me mentais à moi-même, mais c'est que je réalisais pas forcément que faire des projets ça pouvait être une carrière en fait. Et je pense le déclic ça a été le moment où j'ai eu mon année de stage et je me suis dit oui, je vais faire un stage classique entre guillemets, donc dans une grande boîte, mais je vais dédier la moitié de mon année à mon projet. Et je savais même pas en fait quel projet. J'en avais plusieurs. J'avais le projet de Blackbird, donc effectivement la plateforme d'échange entre étudiants, mais j'avais aussi un projet de portfolio artistique. Enfin, j'avais plein d'idées, mais ce qui a primé, c'était j'ai juste envie de me lancer de mon côté et voir ce que je peux faire de mes mains, quoi, avec un site, et vraiment, je pense que le côté, on réalise pas forcément qu'on entreprend, et je pense que c'est bien de se dire, parce que on croit que monter une boîte, c'est déposer des statuts juridiques, faire un compte en banque, lever de l'argent. Enfin, il y a plein de choses qu'on imagine, recruter, etc. Alors qu'en fait, d'abord, c'est de faire un petit truc, quoi. C'est de faire ça en mode projet. Et les entrepreneurs qui commencent en mode projet, c'est ceux qui finalement vont beaucoup plus loin que ceux qui amènent un cadre hyper lourd, hyper contraint dès le début. Ouais, j'adore cette réponse. Et j'ai envie de vous demander, vous avez passé 1 an aux États-Unis, et qu'est-ce que vous avez retiré de cette année à Berkeley chez les Américains? Ils ont une culture différente. Est-ce que vous l'avez ressenti? Oui, clairement, une culture hyper différente et beaucoup plus libérée. Moi, j'ai trouvé. Alors après, c'est pas forcément vrai de tous les États-Unis, mais en tout cas en Californie et encore plus à Berkeley, une université très libérale, etc. Un peu ce côté, fais ce que tu veux, éclate-toi. Tu peux. Il y a même, par exemple, moi, j'ai donné un cours d'histoire de l'art
à des étudiants dont la plupart étaient plus âgés que moi, à Berkeley, parce que en fait, on m'a donné la possibilité de le faire. Et il y a ce côté, voilà, fais ce que tu veux, t'as le droit de te planter, t'as le droit de te chercher. Ce qui compte, c'est pas la naissance, c'est pas combien t'as d'argent sur ton compte, c'est vraiment ce que t'en fais, quoi. Alors, en parlant de se planter, Marjolaine, j'ai envie que vous nous emmeniez peut-être alors dans un peu dans les tribulations que vous avez connues en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur, lancer tous ces projets, c'est pas tous les jours facile non plus. Parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Aux États-Unis, on parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs. Hein, vous avez été aux États-Unis. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'échec est vu comme un vecteur de la réussite, ou est-ce que c'est le contraire? Êtes-vous d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Oui, j'ai même une anecdote qui est pas personnelle, mais un ami qui a voulu lever des fonds aux États-Unis. Il allait voir un fonds et le partenaire lui dit racontez-moi un échec. Et puis en tant que Européen, il dit ah bah voilà, moi je voulais lever 10 millions, mais j'ai réussi à lever que 3, et comme si c'était un échec, alors qu'en fait ça reste un échec quand même modéré. Et l'investisseur lui dit bon, ça c'est pas un échec. Si vous voulez vraiment réussir et aller loin, vous allez devoir vous planter, sinon c'est que vous n'avez pas essayé assez. Donc ce que je vous propose, c'est allez vous planter, parce que comme ça on le fait pas ensemble. Et une fois que vous avez un bel échec, revenez me voir et là j'investis. Et là, il s'est dit, il a sorti du rendez-vous en disant ok, je me suis fait recaler parce que je m'étais pas planté. Alors que peut-être qu'en Europe, ce serait plus on essaie de mettre un peu sous le tapis nos échecs, on veut pas montrer qu'on a raté. Là, l'investisseur lui a dit moi j'adore ce que vous faites un échec et venez me voir juste après, comme ça on investit et c'est parti, quoi. Donc en fait, c'est limite un prérequis, et effectivement, c'est dur de se planter, mais ça fait partie du jeu, quoi. Oui, il y a un peu une forme de honte et de gêne encore chez nous, en tout cas, pas qu'en France, en Belgique, on le voit aussi peut-être un peu moins au Canada. Mais dans votre cas, est-ce que vous avez eu un moment où vous êtes vraiment dit oh là là, je suis au fond, comment je vais me relever? Ah oui, alors pas qu'un, plein. Mais surtout le moment phare, c'était quand on a pivoté, justement, quand on est passé de la plateforme Blackbird à l'assistant Jam. En fait, on était parti sur notre lancée, on commençait à développer des fonctionnalités, puis finalement on s'est dit les métriques, donc en gros les stats d'utilisation, sont pas assez bonnes. Si on continue, on va dans le mur. Il faut tout changer. Et là, c'est pas il faut tout changer en se disant on sait très bien vers quoi. C'est pas j'ai une idée, on change pour cette idée. C'est là ça marche pas, il faut changer. Et pendant 2 semaines, en plus c'était pendant la période de Noël, je me souviens, on venait au bureau avec mon associé et notre équipe, et voilà, on savait pas quoi faire en fait. On savait pas, on cherchait, horrible. Est-ce que vous avez eu alors un moment d'illumination? Est-ce que vous avez fait quoi pour solutionner ce problème? En fait, on a discuté avec des utilisateurs. On a fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Ce que tout porteur de projet, entrepreneur devrait faire depuis le début, c'est identifier un problème. Et une fois que tu as identifié un problème, tu vas valider avec des utilisateurs, discuter avec eux, voir s'ils ont vraiment ce problème, comment ils le gèrent aujourd'hui sans la solution que vous avez en tête. Enfin, c'est vraiment ça c'est ce qu'on a fait quand on s'est posé avec des utilisateurs de la plateforme. Ils n'étaient pas nombreux, mais on en avait. Et on leur a dit, voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider? C'est quoi tes problèmes? Moi, j'ai une idée, c'est ça. Donne-moi ton mail et je reviens vers toi avec des idées. Et c'est ça qui a marché. Et en fait, c'est ce que Jam est devenu. C'est que, d'abord, on disait donne-moi ton mail, je vais revenir vers toi avec des solutions. Et puis après, c'est devenu du SMS, et après, c'est devenu Messenger, donc sur Facebook. Et aujourd'hui, il y a plus d'humain derrière. Enfin, c'est en tout cas pas en direct. Et voilà. Mais je pense que c'était le moment de génie entre guillemets qu'on a eu, c'est de se dire, faut parler à nos users, quoi. Tribu Digital, parler à vos utilisateurs, à votre audience, c'est un bon conseil. Alors, Marjolaine, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doive retenir comme leçon de votre expérience? Je pense que si on veut entreprendre, il faut pas avoir une idée, il faut avoir un problème ou une industrie qui nous intéresse. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui me disent j'ai envie de monter ma boîte, mais j'ai pas d'idée. Je dis ok, est-ce que tu as des problèmes? Ouais, j'en ai plein. C'est bon alors. En fait, ce qui compte, c'est d'identifier un problème et de dire ok, est-ce que c'est un problème qui est
urgent, qui est un problème fort, et est-ce qu'il y a vraiment une solution qui est possible. Par exemple, si quelqu'un vous dit moi mon problème c'est que je me vois vivre que sur Jupiter, et voilà, il y a peut-être pas forcément de boîte à créer derrière ça. En revanche, si c'est mon problème c'est que j'ai envie de vivre à l'étranger, mais je sais pas du tout comment m'y prendre. En fait, ce qu'on demande à l'entrepreneur, c'est pas de dire pas de souci, je vais te créer une plateforme, je vais te créer un concierge, je vais te créer un truc de conseil. C'est pas ça en fait. C'est de dire, un entrepreneur doit dire, ok, c'est un problème qui m'intéresse, j'ai envie de le résoudre. Du coup, on va discuter pour voir quelles sont tes envies, quels sont tes freins, comment tu vas te renseigner aujourd'hui, qu'est-ce qui existe sur le marché, et de petit à petit aller créer en fait la solution. Donc moi, c'est vraiment une chose, c'est déjà le meilleur moment pour se lancer, c'est quand on en a envie. Parce que c'est pas du tout quand il y a des choses extérieures comme j'ai de l'argent sur mon compte ou le moment parfait n'arrive jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous dire au moins je risque rien, je risque pas d'en perdre parce que j'en ai pas. Si vous avez de l'argent, oui vous pouvez en investir, mais du coup vous risquez aussi d'en perdre. Donc en fait il y a aucun moment optimal. Donc le moment pour entreprendre c'est dès qu'on en a envie, et la bonne idée elle vient en commençant, parce que ce qui compte d'abord c'est d'identifier des problèmes. Tribu Digital, il n'y a pas de moment parfait. Identifiez un problème à résoudre dans un domaine qui vous intéresse ou vous passionne et créez une solution avec vos talents. Je pense que on a déjà une bonne base avec cela. Alors, Marjolaine, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête ? Ok, c'est parti. Quelle est votre définition du succès ? C'est de savoir ce qui nous plaît, là où on est bon et là où on peut être payé, et de faire ça tous les jours. À quoi ressemble votre journée type ? J'en ai pas. Elles sont toutes différentes. Complètement. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Ce serait un bouquin qui s'appelle Rework, donc R-E-W-O-R-K, qui est constitué de plein de petits chapitres très pratiques sur comment travailler, comment repenser le travail, que ce soit la création d'entreprise ou autre, en fait, n'importe quel travail. Et c'est le bouquin que j'ai lu quand j'ai commencé l'aventure. J'ai pris des notes, j'ai fait des documents, j'ai surligné tout ce que je pouvais et que je recommande à tout le monde. C'est un super livre, ça, je pense. Il a été écrit par le créateur de l'application Basecamp, je pense. Non ? Exactement. Ouais. On mettra toutes les références sur le site après. Quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement ? Evernote, pour tout noter. Je prends des photos, je les mets dans Evernote, je note des enregistrements vocaux, etc. Slack, pour parler avec mon équipe. Trello, pour organiser les tâches. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Avec ces trois, il y a de quoi commencer. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Alors, je vais en citer 2 et même 3. Alors, le troisième, du coup, le premier, c'est la conversation, parce que c'est ce que je fais avec Jam, et c'est pour moi comment est-ce que la conversation peut aider à résoudre des problèmes plutôt que des produits complexes. Mais sinon, les deux sujets qui me passionnent en ce moment, c'est le futur du travail. Comment est-ce qu'on va réinventer la façon dont on collabore tous ensemble pour créer des choses. Et le deuxième, c'est la mobilité urbaine. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Et moi, c'est un sujet que je trouve hyper motivant, parce que se déplacer en ville, c'est pas toujours marrant. C'est même plutôt la partie un peu chiante de la journée. Et je pense que ça va changer. Et la dernière question, c'est la question Back in Time, c'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Oh non, je lui dirais que quand on est à l'école et même pendant les études, on a l'impression qu'il faut être bon partout, dans toutes les matières qu'on nous impose, alors qu'en fait, ce qui est très important, c'est de trouver là où nous on est bon et ce qui nous plaît, et le creuser. Et donc je me dirais, arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur, de croire que t'es pas à ta place, que t'es pas, arrête de peut-être complexer et de te mettre la pression. Donne-toi plutôt le temps d'esprit. Et la liberté aussi de réfléchir à ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire, de trouver tes forces et d'appuyer dessus plutôt que d'essayer de compenser tes faiblesses. Et
Et en fait, tout se passera bien parce que on n'attend jamais de quelqu'un qui sache tout faire. Je donnerais par exemple l'exemple d'un restaurant et je dirais dans un restaurant, t'as un lieu physique, t'as des gens qui ont fait un business plan, t'as des gens qui ont fabriqué les chaises, t'as des gens qui font la cuisine, t'as des gens qui ont fait un menu super sympa, t'as des gens qui servent, etc., etc. En fait, on demande à personne de savoir faire tout ça. On demande, par exemple, choisir de faire une super déco. Et si tu sais faire une super déco, tu t'en sortiras très bien et tu vas t'éclater. Et alors qu'à l'école, on nous demande un peu d'être bon partout, ou en tout cas, on est noté sur toutes les matières, alors que dans la vraie vie, pas du tout. Donc, deviens plutôt excellente dans ce qui te plaît. Tribu Digital, vous n'êtes pas des imposteurs. Trouvez ce qui vous plaît, trouvez vos forces, vos passions et développez-les. Marjolaine, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode et merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations généreusement avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Marjolaine vous inspirera à faire le grand saut. Alors Marjolaine, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais, renseignez-vous sur les outils qui existent aujourd'hui pour se lancer sans argent et sans moyens, sans forcément une équipe de 15 personnes, etc. Et juste allez-y parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement faisable, même sans avoir à quitter votre job ou arrêter vos études. Vous pouvez lancer le projet qui vous intéresse sans vous mettre la pression. Surtout très important et commencer comme ça. Et le plus dur, c'est de commencer. Bon, il y a une technique pour essayer de procrastiner qui est faire juste les 2 premières minutes. Et en fait, quand on fait les 2 premières minutes, souvent on s'arrête pas et on finit, quoi. Donc, donnez-vous juste 2 minutes pour commencer l'idée qui vous intéresse et vous verrez que ça peut mener très loin. Marjolaine, vraiment merci. Ce fut un plaisir, un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur vos réseaux sociaux peut-être ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. C'est facile à trouver, Marjolaine Grondin. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Twitter. Et surtout, allez discuter avec Jam. On a de plus en plus de gens en Belgique qui utilisent Jam. On est en train de rajouter du contenu spécifique. Donc vous tapez soit hellojam.fr, soit Jam dans Messenger et vous commencez à discuter avec lui. Il sera très content. Tribu Digital, vous venez d'entendre Marjolaine Grondin partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Marjolaine dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Jam sur hellojam.fr et la page de Marjolaine. Suivez-la sur ses réseaux sociaux. Marjolaine, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci à vous. Hey yo, Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Marjolaine. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!